J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonsoir, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques. Le tout sans la moindre langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis soirs, 21h, sur Radio J. Alors, cette semaine, on va s'intéresser à la loi immigration, épisode 823 557. Elle avait été adoptée il y a 15 jours par le Sénat, considérablement durcie par la majorité sénatoriale de droite. On en avait parlé ici même. Elle est arrivée cette semaine à l'Assemblée et en coulisses, les tractations sont intenses pour parvenir à faire voter ce texte par les députés sans utiliser le 49.3. On va aussi se pencher sur ce tragique fait divers, le meurtre de Thomas, 16 ans, qui a choqué la France, mais qui est aussi au centre d'une controverse politique intense. Enfin, last but not least, on va évoquer le sort de ces ministres macronistes qui ont des ennuis avec la justice, et il y en a un certain nombre. Vont-ils être contraints de démissionner? Décryptage tout de suite avec nos invités. Alors, pour en parler autour de la table, l'élite des éditorialistes, les Top Guns du décryptage, la crème de la crème, et aujourd'hui, c'est la Dream Team. Et tout d'abord, l'indispensable Émilie Zapalski, éditorialiste, communicante, spécialiste en com de crise. Bonsoir Émilie. Bonsoir David. L'inévitable Antonin André, rédacteur en chef au Journal du Dimanche. Bonsoir Antonin. Bonsoir David. Et l'incontournable Mickaël Darmon, journaliste politique, éditorialiste, notamment sur BFM TV, I24. Bonsoir Mickaël. Bonsoir David. Alors, je vous rappelle la règle du jeu, même si vous la connaissez bien sûr. Pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, c'est sans doute l'un des pires casse-têtes de ce deuxième quinquennat Macron. La loi immigration, je le disais, avait été adoptée il y a 15 jours par le Sénat, considérablement durcie par la majorité de droite au Palais du Luxembourg. Près de 70 articles supplémentaires avaient été ajoutés dans le désordre. Vote de quotas annuels d'émigrés par le Parlement, modification des règles entourant la perception des allocations, fin de l'aide médicale d'État, la fameuse AME, durcissement du regroupement familial, révision des conditions d'octroi de la nationalité, restriction du droit du sol, rétablissement d'un délit de séjour irrégulier, bref, j'en passe. Et des meilleurs, cette loi elle est arrivée lundi à l'Assemblée nationale en commission des lois. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va devoir jouer très serré, qui doit à la fois s'attirer les faveurs de la droite pour sécuriser les 38 voix qui manquent à la majorité relative, mais également, dans le même mouvement, ne pas mécontenter l'aile gauche de la majorité macroniste, qui n'est pas contente du tour ultra-sécuritaire pris par le projet de loi. Antonin André, mission impossible pour Gérald Darmanin? Non, pas mission impossible. Moi, je pense que le texte va évidemment retrouver sa version originelle. Darmanin a été très habile parce qu'il a traité depuis le début, en fait, l'aile gauche. Il travaille très bien avec Sacha Houlié, il travaille très bien avec Guillaume Sacha Houlié, président de la Commission des lois. La Commission des lois et qui représente l'aile gauche. En fait, il les traite sans arrêt. Il les traite, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il les reçoit à Beauvau, qu'il déjeune avec eux. Il a déjeuné avec Sacha Houlié il y a une dizaine de jours pour se mettre d'accord sur la façon dont on pouvait faire atterrir aussi ce fameux article 3 sur la régularisation des étrangers dans les métiers en tension. Donc il est extrêmement habile, et d'ailleurs il est tellement habile que Elisabeth Borne, lorsqu'elle avait dit, souvenez-vous qu'elle en avait rien à faire de cet article 3 et que c'est pas elle qui l'avait demandé, lui il était devant les députés en train de vendre son projet de loi, et les députés en voulaient à Elisabeth Borne en disant mais enfin qu'est-ce qu'elle vient nous emmerder alors que on travaille très bien avec Darmanin, on lui fait confiance. Donc je vois pas de problème à gauche. Sur les LR, je pense in fine, mais moi je prends mon risque, que les abstentions et les votes pour feront qu'il pourra se passer de 49.3 pour une raison assez simple en réalité, c'est que c'est pas la même chose que les retraites. Les retraites, les Français étaient majoritairement contre la réforme des retraites. Là, allez expliquer à vos électeurs que vous n'avez pas voté un texte qui pourrait même susciter l'abstention au RN, c'est un peu compliqué. Texte qui plus est, majoritairement soutenu par l'opinion. Vous êtes d'accord? Ça peut passer, ça peut le faire, comme disent les jeunes, Émilie? Je suis peut-être d'accord sur l'habileté avec un bémol. Ça fait quand même 1 an et demi que Darmanin se traîne quand même ce projet de loi en discussion. On le saucissonne, on saucissonne pas, on fait des concertations, on les repousse. Donc voilà, il y a quand même tout ce contexte. Donc peut-être qu'il est habile et que cette cuisine interne, à la fois sur l'aile gauche de la majorité et sur les Républicains, se passe bien. Bon, pourquoi pas. Moi, sur le fond, j'ai deux questionnements. En fait, il y a deux choses qui me
qui m'embête vraiment beaucoup sur cette question-là. C'est à quoi va servir cette 22e, je crois, 21e, 22e loi? À quoi elle va servir? 30 ans. À quoi elle répond, hein? À quoi elle va servir? À quoi elle répond? Et ce nouveau cran que permet ces discussions autour du projet de loi, dans tout ce que vous avez dit, suppression de l'aide médicale d'État, même si ça y est pas forcément. Mais peu importe. Dans un autre texte. C'est pas ça qui est important. Il y a un tour sécuritaire, en tout cas. Il y a un tour sécuritaire, mais même pire que ça. Il y a un tour qui ressent plutôt du racisme, de la xénophobie. Il y a quelque chose de très violent, il me semble, dans les discussions autour de ce texte-là, qui libère beaucoup les paroles décomplexées autour de ça, qui donne beaucoup la parole, et vous l'avez dit, il est majoritairement soutenu par l'extrême droite, il faut le dire. On a le droit de reparler d'extrême droite aujourd'hui, c'est tant mieux, le Rassemblement national. On va en parler dans la deuxième partie, évidemment. Et je trouve que ça sent pas bon. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce texte libère la parole, ce texte libère énormément, et rien que le fait qu'on puisse aborder tout ce dont vous avez parlé, sur le regroupement familial, sur les aides sociales, le droit du sol. Sur le droit du sol, mais vous vous rendez compte, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut quand même se poser la question de ça en France. Moi, je suis hyper choquée de ça. Je trouve que ça a libéré, je trouve que ça fait du mal à la France, je trouve que ça donne beaucoup de voix, beaucoup de crédibilité, beaucoup de légitimité à l'extrême droite. En plus, en vue des élections européennes où il caracole déjà en tête dans les sondages. 9 points d'avance dans le dernier sondage sur la majorité macroniste. Je suis très triste que la majorité et Darmanin en tête jouent avec le feu encore sur ce sujet-là et laissent la parole à ces phrases-là, à ces soutiens-là, à ces mesures-là. Moi, je trouve ça terriblement catastrophique pour la France. Michaël Darman, vous êtes d'accord? Darmanin joue avec le feu et permet de libérer les pulsions racistes. Alors ça, c'est un autre sujet qu'on pourra évidemment aborder. Mais concernant ce projet de loi, moi je vois déjà une conséquence première, c'est qu'il va durcir un regroupement familial, c'est celui de LR. Il va même l'éclater. Très bon. Il va même l'éclater parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est l'éclatement de LR. Ce texte va entériner le grand remplacement de LR par d'autres forces politiques, parce que on voit bien. Si on se réfère à la manière au compte rendu fait par Nathalie Chu dans le point notamment sur la réunion qu'il y a eu des parlementaires LR où se sont totalement écharpés et ils règlent leur compte à ciel ouvert comme des bons écologie les Verts de l'époque. Hein. Maintenant c'est LR qui le fait, donc changement d'époque. Donc en fait c'est déjà une mutation politique à laquelle on va assister avec ce texte qui, je suis assez d'accord avec Antonin, devrait pouvoir passer 149.3 et au vote avec justement ce mouvement d'une partie de LR et des aménagements qui vont faire qu'il va être un peu vidé de sa substance. On va attendre parce qu'on a été habitué dans ce genre dans ces quinquennats et dans ce genre de texte au rebondissement. On n'est pas Gérald Darmanin, en fait, c'est pas tant de LR qui se méfie. Il se méfie d'un missile qui pourrait partir de Matignon. Parce qu'en fait, Matignon est organisé et s'organise pour l'empêcher de réussir sa loi. Et il n'est pas impossible qu'il y ait un 49.3 qui vienne télescoper son projet, exactement comme un certain Manuel Valls avait fait avec un certain Emmanuel Macron sur la loi travail. À l'époque, sur la loi travail, dans le quinquennat de François Hollande. Donc, on n'est pas encore au bout de la péripétie et des rebondissements de ce feuilleton. Mais Elisabeth Borne a dit qu'elle ne voulait pas non plus du 49.3, comme Darmanin, il y a quelques jours. Oui, elle a dit qu'elle ne voulait pas d'un 49.3, mais après, il y a ce qu'on fait, on sait ce que c'est en politique et surtout là. Et surtout dans ces enjeux-là. Parce qu'évidemment, ce qui va se passer avec ce texte immigration va déterminer la suite de la carrière politique et du chemin politique de Gérald Darmanin. Et concernant ce que vous avez dit jusqu'à la fin, c'est-à-dire que ce texte libère des pulsions, à quoi sert-il? Il sert tout simplement à tenter d'empêcher Marine Le Pen d'arriver à l'Élysée. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place. Mais ça, ce sera pas. Je suis pas sûr que ça soit la bonne stratégie. Ils sont en train de s'en rendre compte. Attendez, ce sera certainement un autre sujet, un autre débat, parce que on pourra pas s'en prendre uniquement à la présidence Macron, même s'il aura pu jouer un rôle, si cela arrive. Il faudra une révision déchirante, y compris des politiques de gauche, depuis 20 ans. Ça, c'est sûr. Juste une chose, c'est qu'on a l'impression, dans la façon dont vous défendez ce texte, que c'est le texte d'un homme. Non, pas défendez, mais sans passage. Non, pas défendez. C'est pas mon texte, je suis pas à l'Assemblée, je ne défends pas. Je tente d'analyser ce qui se passe dans les coulisses et les arcanes. Non, je trouve ce qui est triste, c'est qu'on met en avant toute la cuisine qui a lieu
à gauche, enfin dans l'aile gauche de la majorité, comme chez vous LR. Dites chez LR, à Matignon, et pas sur le fond du texte. Et pas sur le fond du texte. Parce qu'on est en majorité relative. Je pense que c'est une erreur flagrante de se dire que avec cette cuisine, en essayant d'aménager d'un côté au Sénat, puis on sait très bien que ça va repasser. La politique, c'est aussi l'art du compromis. Et je pense que c'est un leurre de croire qu'on va manger des voix au Rassemblement national par ça. C'est pas de la cuisine interne. Juste sur le cas de LR, justement, dans la tribune dimanche, il y a 3 jours, 17 députés LR tendent la main à Gérald Darmanin en assurant se tenir dans un esprit constructif, je cite, vis-à-vis du texte. Et d'ailleurs, le gouvernement est assez optimiste. Depuis, son porte-parole, Olivier Véran, il l'a assuré hier sur France Info, il pense que l'accord avec LR est possible, on l'écoute. D'un accord se dessine. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, vous me posiez la question ici même en disant « c'est foutu, jamais le Sénat ne votera ». Bon, le Sénat a voté. Certes, pas le texte qu'on souhaite. J'allais y venir. Certes, pas le texte qu'on veut, mais enfin, ils ont quand même fait un pas vers nous. C'est important, les conditions d'un accord se dessinent. Vous êtes très optimiste. Moi, je suis par essence optimiste parce que je crois dans la vertu du Parlement. Je crois que la prise de conscience dans l'ensemble de la classe politique qu'il nous faut agir avec efficacité sur la question migratoire, le consensus est là. Antonin-André, le consensus est là, les conditions d'un accord avec LR se dessinent, vous y croyez? Alors, non, pas du tout, mais enfin, je pense que le texte passera parce qu'effectivement, il y aura des voix LR, mais enfin, Véran a la mémoire courte, il s'est fait tataner une fois l'an dernier sur les retraites où l'accord était acquis, et puis finalement, on sait comment ça s'est terminé. Les Républicains ont totalement planté le gouvernement. Ont enlevé le tapis, et donc ils sont... Au dernier moment. Donc, non, je pense que l'analyse d'Olivier Véran est fausse. On en revient à une négociation où les LR, certains d'entre eux en tout cas, voteront ce texte, mais ça renvoie à la faiblesse, pour prolonger un peu ce que disait Mickaël sur le délitement de ce parti, à la faiblesse du chef et de l'encadrement de ce parti, qui en réalité ne s'est pas remis même de l'ère Sarkozy. Depuis l'ère Sarkozy, en fait, ce parti n'a pas retrouvé de chef, n'a pas retrouvé de direction, n'a pas retrouvé de colonne vertébrale. Ciotti n'a pas cheffé comme il aurait dû cheffer, et un chef c'est fait pour cheffer. Et Olivier Marleix aujourd'hui a l'air d'être un pauvre air bien malheureux avec son air de droupi, sur lequel tous ses collègues cassent du sucre à longueur de journée en expliquant que il a une obsession comme ça anti-Macron, une espèce de délire anti-macroniste qui est tellement jusqu'au boutiste qu'il en perd ses électeurs, il en perd les intérêts de ses électeurs, il en perd l'intérêt de son parti. Un vrai problème d'autorité, à tel point que ces 17 députés LR n'ont même pas demandé l'autorisation, bien sûr. Une tribune dans la tribune dimanche, Mickaël Darmon. Non, ils n'ont pas demandé l'autorisation parce que c'est dans le cadre, au fond, de l'ADN de leur mandat. Tous les députés LR ne sont pas allés se faire élire en 2022 sur l'étiquette LR et l'aura extraordinaire de ce parti qui enthousiasme les foules. Ils l'ont fait sur leur nom, sur leur personnalité, sur leur ancrage territorial. On a même parlé d'une série d'entrepreneurs individuels plutôt qu'un vrai parti. Ils sont effectivement tous des auto-entrepreneurs d'eux-mêmes. Donc en fait, l'idée c'est qu'ils sont arrivés à l'Assemblée en disant maintenant je ne dois rien à personne et surtout pas, ne me parlez surtout pas discipline de vote. D'ailleurs, elle a été installée de manière très très lâche dès le début dans le règlement intérieur. Donc on est tout simplement dans la suite de ce qui est écrit depuis le début et la déliquescence, l'obsolescence programmée, on va dire, de LR. Maintenant, tout à l'heure, vous Émilie, vous étiez, je dirais, un peu marrie de voir qu'on est dans des comptes apothicaires et tout. Mais au fond, c'est un peu l'essence de la démocratie. On est en majorité relative. Dans les pays scandinaves, on adore ça. On regarde les séries à perte de vue en disant comment ils négocient, c'est formidable. En Europe, on trouve que le compromis, c'est extraordinaire. Donc pourquoi en France, ce serait la cuisine politique? C'est exactement l'art de la politique, là. Et pour Darmanin, pour lequel je n'ai pas d'action personnelle, au fond, réussit et met en place effectivement ce module. Moi, je comprends, oui, évidemment, il faut discuter, c'est l'objet du Parlement et c'est normal d'essayer de faire ça. C'est sur le fond, encore une fois, que je reviens. C'est pourquoi cette loi, pourquoi faire, qu'est-ce que ça va donner. Que les Français la demandent. Parce que les Français demandent une 22e loi sur l'immigration, ils demandent pas ça, ils demandent que les choses soient réglées. Il y a probablement des choses dans la loi qui devraient être appliquées, qui ne le sont pas et qui demandent pas une énième loi. Je pense que le gouvernement va être pris à son piège et on le voit déjà sur des faits divers. Même si Darmanin communique sur X toutes les 5 minutes, toutes les expulsions qui ont lieu, c'est ça que demandent les gens, c'est pas une énième loi. Donc c'est pour ça que ça me choque, la cuisine interne, sur une énième loi dont on ne sait même
même pas à quoi elle va servir. Après, pour revenir sur les Républicains, moi je pense qu'ils ont loupé non seulement en effet des entrepreneurs indépendants qui savent plus très bien se réunir, mais ils ont loupé justement aussi les fondamentaux de leur parti. L'immigration, ça suffit pas, et c'est vrai que l'original, comme dirait Jean-Marie Le Pen, séduit toujours plus, et je pense que Renaissance, que la copie, et je pense que Renaissance va se faire avoir sur ce même concept-là, sur cette même théorie. Les Républicains, ils n'ont pas travaillé, ils ont rien fait. Il y a pas de thème nouveau. Alors sur l'écologie, alors là c'est même pas la peine. Je sais même pas si c'est quelque chose dont ils parlent. Je sais pas si c'est un mot qu'ils partagent. Ils sont complètement à côté de la plaque là-dessus. Les territoires, il y a rien de neuf en fait. Ils n'ont même pas réussi, au-delà des personnalités et des chefs qui font pas leur job et des entrepreneurs qui sont plutôt libéraux. Eh ben ils ont pas fait de travail du tout. Et je me souviens encore, il y a, je sais pas, ça doit remonter à 3 ans, 4 ans, les jeunes de Républicains qui disaient il va falloir trouver des nouvelles idées. Eh ben ils en ont pas. Il y a pas de nouvelles. Il y a pas de nouvelles idées qui ont été lancées. On sait pas. Et il y a jamais eu de nouvel élan. Alors c'est vrai qu'ils sont saucissonnés entre l'extrême droite et puis Renaissance. Il y a un Avenger qui est arrivé, c'est Emmanuel Mignon, c'est l'Avengers de. Oui, mais je pense qu'il y a encore des possibilités avec sa cape et son programme et qui va relever. Je pense qu'il y a des choses à faire encore à droite, en dehors de ce que fait Renaissance quand ils sont tirés plus à droite et de l'extrême droite, mais ils n'arrivent pas à saisir ça. Ils ont pas d'idée, ils n'arrivent pas à réfléchir là-dessus. Il y a quand même un constat que vous faites tous autour de cette table, c'est que les Républicains ne savent plus vraiment où ils habitent. D'ailleurs, sur cette loi, ils sont coincés entre deux options. Donner le point au gouvernement, ce que Ciotti et Marlex ne veulent surtout pas faire en votant le texte, ou le refuser, mais en même temps, ils désavoueraient leurs petits copains et collègues du Sénat, qui eux ont voté un texte, et même considérablement durci. Oui, mais ce sera pas le même. C'est ça le problème. C'est-à-dire que Retailleau a dit aux députés, il faut voter ce texte, on l'a durci, c'est notre texte. Mais évidemment que le gouvernement va le détricoter complètement. C'est d'ailleurs en cours, en commission des lois. Donc les députés n'auront pas leur mot à dire. D'un mot quand même, Émilie, pour tempérer un peu pour relativiser votre avis sévère sur votre avis très sévère. Le fond des Républicains. Je suis assez d'accord avec Mickaël, si vous voulez. Je trouve que la gauche, la Macronie, de façon générale, a sous-traité, méprisé ce sujet de l'immigration, en considérant que le fait même d'en parler, on faisait grimper le Rassemblement national en se bouchant le nez avec des pudeurs de gazelle et en expliquant que le diable était en face et qu'il était raciste et que donc dès qu'on parlait d'immigration, on alimentait le diable. En réalité, ils ont arrosé de subventions des quartiers entiers sans jamais vouloir s'attaquer vraiment au fond du problème. Or, c'est ainsi, Émilie, dans le monde, ces problèmes migratoires, qui ne sont, moi je ne suis pas contre l'immigration par principe, je pense que l'histoire de l'humanité est faite de migration, mais de fait, c'est un sujet qui percute nos sociétés et vouloir le traiter en l'ignorant, si vous voulez, je pense que c'est là que ça fait le jeu du Rassemblement national. Moi, je suis d'accord. Je n'ai pas de discours de gauche raisonnable et construit là-dessus. Ça fait 30 ans que j'attends. Emmanuel Macron, sur le sujet, il a louvoyé au point de faire une loi en même temps. Alors que quand on parle d'immigration, c'est très simple. C'est on durcit ou on assouplit. Mais on peut pas faire les deux. Alors, la loi en même temps dont vous parlez, c'est parce qu'il y avait tout cet aspect répressif, mais aussi ce fameux article 3 sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. L'opinion soutenait cet article. Le patronal soutenait, même s'il n'a pas vraiment osé l'assumer, puisque tous les patrons ont des besoins en la matière. Ça a été retiré. Est-ce que ça va réapparaître et est-ce que c'est pas le moyen de calmer un petit peu votre énervement sur le fond de ce texte, parce que ça permet de le rééquilibrer? Je pense qu'en commission des lois, c'est en ce moment en train d'être un petit peu réparé cet article 3, d'autant qu'il y a pas mal de l'aile gauche dans cette commission des lois, donc il va y avoir un rééquilibrage. Mais ce qui est dommage, moi je suis d'accord que la gauche et que l'aile gauche même de la Macronie a peu de paroles sur l'immigration. Mais est-ce que c'est en reprenant les termes du Rassemblement national et de l'extrême droite et en reprenant les mesures de est-ce que c'est en reprenant les mesures qu'on avance davantage sur l'immigration? Et je pense que le Rassemblement national a le monopole des mesures sécuritaires en tout cas, tout ce qui a été voté au Sénat et tout ce qui a été durci, c'est la copie conforme du Rassemblement national. Et en effet, l'article 3, qui était la partie un peu plus douce, d'être gentil avec les gentils, comme dirait Darmanin, elle a complètement disparu. Donc moi, je pense que pour une fois, oui, Renaissance se saisit de l'immigration avec des faits, mais avec des mesures, mais c'est la copie du Rassemblement national. Encore une fois, l'opinion soutenait les deux aspects de ce texte, c'est-à-dire le répressif et le social. Tout à fait. Michael Darmon. Si ce qui justifie aussi nos débats, c'est le fait qu'on regarde quand même la société française et de voir comment elle évolue. On est quand même forcé de constater depuis quelque temps qu'il y a un sondage qui s'est imposé, donc transmis par l'opinion, c'est que le parti La France Insoumise est considéré comme étant plus dangereux que le parti Rassemblement National. Donc déjà, vous avez une mutation politique
majeur de ce parti au sein du corps social français, et ça, il faut le regarder. La deuxième chose, c'est que ce qui est intéressant quand on vous écoute, c'est que ça symbolise vraiment ce système de verrouillage du débat public par l'extrême droitisation. Dès qu'il y a un sujet... Oui, si, vous prolongez d'en parler en parlant comme le Rassemblement national. Vous prolongez, ça prolonge... Attendez-moi, je termine le propos. Ça prolonge, au fond, la dérive de ce mouvement qui est venu tout pervertir, qui s'appelle SOS Racisme, qui a dit le droit à la différence, et maintenant on va à la différence du droit. Et c'est comme ça. Et c'est la difficulté de pouvoir aborder de front les sujets. La gauche française devra regarder lucidement ses responsabilités. L'article 3, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Et c'est pas du tout... Mais non, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, vient de dire il va nous falloir 200 000, 300 000 employés immigrés. Sur la gauche, justement. Vous citiez la France Insoumise qui avait effectivement scandalisé, notamment dans cette dernière semaine, depuis le 7 octobre et les massacres commis par le Hamas, qui a scandalisé y compris ses partenaires de socialistes, écologistes, communistes au sein de la NUPES. Alors il y a un bénéfice collatéral, si j'ose dire, de cette loi, c'est que la NUPES, qui était en voie d'explosion, va retrouver un moyen de faire l'unité, Michaël Darmon. Oui, bon, c'est factice, parce que de toute façon, c'est un canard, oui, c'est un canard sans tête. On le verra aux élections européennes, c'est terminé. Il y a pas de la NUPES. En fait, la NUPES, qui était exactement ce qu'elle devait être, donne toute sa mesure. Ce n'est qu'un cartel électoral. Qui a permis tout simplement à quelques députés de montrer qu'ils préféraient leur siège au fond à ce que au projet général de la gauche. Donc ils sont allés se mettre sous l'emprise de LFI. Tout ça va exploser clairement au moment des élections européennes et posera le énième problème à la gauche française. Est-elle capable de pouvoir avoir un projet responsable de gouvernement ? Pour l'instant, il y a un gros doute. Entendez André, très rapidement. Oui, alors j'avais dit à ce micro que je réclamais une expertise psychiatrique de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je le réitère, mais depuis j'ai un peu travaillé la question et en fait, je sais ce que veut Jean-Luc Mélenchon. Voilà. C'est le nouveau Mao. C'est-à-dire qu'il n'est plus du tout à l'Assemblée, il n'est plus dans le débat politique, dans les négociations, non. Il tient des conférences à l'Institut La Boétie et il égrène des concepts qu'il a exhumés du petit livre rouge de Mao et il se rêve en nouveau penseur, philosophe de l'idéologie de la gauche, du maoïsme ressuscité version 21e siècle. En fait, il a bien compris qu'il serait pas président, il a bien compris qu'il avait cassé son jouet et donc maintenant, il nous offre une espèce de stature de nouveau Mao du 21e siècle. Entre Mao et Kadhafi, moi je dirais quand même. Voilà. Alors, donc, bon, ça va mettre un peu de temps à descendre parce qu'évidemment, l'atterrissage sera rude. Mais il a disparu, quoi. Il est plus là. Oui. Eh bien, merci. On espère que le pouvoir n'est pas au bout du fusil. Merci pour ces explications. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour évoquer ce fait divers qui a bouleversé la France et qui fait l'objet d'une intense polémique politique. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J. Radio J. Radio J. Santa Batalea, alea, alea. כל העולם יודע שאני מטלע. Radio J. משחור, רוח בשיער שוטף את הנוף. חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף. Vous écoutez Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J, deuxième sujet de notre débat. Émilie Zapalski, Antonin André et Michaël Darmon. C'est un drame qui a choqué la France une semaine après la mort de Thomas, 16 ans, poignardé à l'issue d'un bal de village à Crépol dans la Drôme. Et alors que les auteurs présumés de cette attaque ont été interpellés, 80 militants d'ultra-droite vêtus de noir, encagoulés, venus de toute la France, ont arpenté les rues du quartier de la Monnaie à Bourg-les-Valences, d'où étaient originaires plusieurs des agresseurs présumés. Fumigène en main, ils ont crié « Justice pour Thomas, ni pardon ni oubli » ou encore « Islam hors d'Europe », un slogan inspiré des violentes émeutes survenues jeudi à Dublin, après que plusieurs personnes, dont des enfants, ont été poignardées dans la capitale irlandaise. Les forces de l'ordre sont intervenues, 20 personnes interpellées, 17 placées en garde à vue. Et puis lundi soir, plusieurs dizaines de militants d'extrême droite ont arpenté également le centre de Lyon avec 8 interpellations à la clé. Situation de haute tension surveillée de près par l'exécutif, mais également énormément évoquée par la droite et l'extrême droite. Le meurtre de Thomas, fait divers, fait de société, maintenant fait politique, Michaël Darmon.
Les trois, et bien sûr, d'abord on a un horrible fait divers, mais emblématique. C'est-à-dire que c'est pour ça que, comme à chaque fois quand ces faits divers deviennent un fait politique, c'est parce qu'ils ont un substrat qui est quand même très important. Les rixes de fin de bal, c'est comme l'histoire de l'humanité, ça a toujours existé. Un classique. Un grand classique, pour toutes les raisons que l'on peut, évidemment connaître et imaginer. Mais le mode opératoire de la manière dont la bagarre se déroule, là, elle raconte quelque chose. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit au fond des assaillants, donc venus d'un quartier dit difficile, vraisemblablement d'origine arabo-musulmane, immigrés, issus de familles comme telles, qui viennent en découdre avec un imaginaire qui est un imaginaire quasi djihadiste. C'est-à-dire que je pose, oui, je sais très bien que j'ai fait réagir, mais je pense, d'abord j'ai dit un imaginaire, mais parce que c'est le plus important, c'est un imaginaire, mais venir dire on va en découdre avec des couteaux et on poursuit, ça c'est quelque chose qui, à mon sens, fait monter d'un cran. Vraiment, on n'a quand même pas beaucoup d'informations sur l'enquête. Oui, l'enquête n'a pas été. Et ça aussi, c'est très intéressant. Oui, l'enquête elle prend du temps, mais enfin, on sait très bien, vu ce qu'on lit entre les lignes. On sait très bien. Vu ce qu'on lit entre les lignes. C'est intéressant cette montée au créneau de votre part. Ce que l'on sait entre les lignes, c'est que bien évidemment, on va se retrouver face à des gosses ou des jeunes qui viennent d'un quartier difficile, que vraisemblablement ils s'appellent pas Thomas Dupont, et que ça, c'est quelque chose. Ils sont français, bien évidemment, mais j'ai pas dit le contraire. Mais ça vient alimenter le débat qu'on avait avant. Ça vient alimenter la tension de la France. Ça vient. Non, pas la présentation. Non, pas là. D'abord, j'ai dit un imaginaire, il faut écouter Émilie. Ensuite, ce que je dis, c'est que ça vient alimenter, et c'est concomitant avec le débat que l'on a en France, avec le fait qu'il y a quelques jours, le sondage ELAB a montré que la sécurité et la demande d'ordre sont aujourd'hui non plus clivants, mais consensuels et venant de toutes les sphères de la société. Vous pouvez en être sceptique, mais c'est une réalité. Donc voilà, donc je pose ce débat comme tel parce que je crois que une partie des Français aussi a conscience qu'on leur, au fond, on met beaucoup de précautions pour une enquête qui a l'air quand même. On sait lire entre les lignes, pardon, puisque vous nous présentez comme étant pas des perdreaux de l'année. Pardon, nous ne sommes pas naïfs. Vous n'êtes pas des perdreaux de l'année. Donc, on sait lire entre les lignes et on sait exactement, on comprend, on n'a pas la notion documentaire, mais on comprend qu'effectivement, cette enquête va aussi montrer qu'il y a aujourd'hui deux France qui font face à face. Émilie, vous avez bondi sur votre siège, répliquez à Mickaël. Je vais être beaucoup plus bête, en fait. Moi, j'arrive pas à lire entre les lignes d'une enquête qui n'est pas encore faite, dont les conclusions ne sont pas données. Donc déjà lire, il faudrait lire quelque chose. D'après ce qui est ressorti de procureur, il n'y a pas la raison, l'argument du racisme n'est pas là. Il y a un débat pour savoir s'ils sont venus pour, entre guillemets, tuer des Blancs ou planter des Blancs. Moi, j'ai lu ce que j'ai lu. Pas étayé c'est que ces gens-là, ils étaient déjà là en train de danser ou quoi. J'ai entendu que 9 personnes avaient dit qu'en effet, ils voulaient casser du blanc sur une centaine. Enfin, moi, je trouve que les conclusions, Mickaël, que vous tirez si vite sur une enquête qui n'est pas réalisée. Je ne tire pas de conclusion, je pose les contextes du débat. Je pense que c'est le problème de la société, justement, et je trouve qu'on a une responsabilité, nous, en tant qu'éditorialistes, de faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est justement ça. Tellement attention que les Français n'en peuvent plus. Ah bah, alors donc il faut aller avec des gros trucs en disant l'imaginaire djihadiste était là dans cette fête alors qu'on n'en sait rien. On ne sait rien. Vous ne voulez pas en savoir. Mais bien sûr que je veux savoir, sauf que pour l'instant, il n'y a pas l'information, donc je peux pas lire entre les lignes de quelque chose qui n'existe pas. Après qu'on se pose des questions sur ces deux France, ok, mais d'abord, il faut dire que pour l'instant, on en sait très peu de ce qui s'est passé ce jour-là, qu'il y a plein de théories, et que surtout, il y en a qui sont montés au créneau plus vite que vous, c'est l'extrême droite et l'ultra-droite. Je suis content, ils sont plus rapides que moi, j'espère. Je suis content. Ils peuvent dire toutes les bêtises, ils ont l'habitude, parce qu'eux, ils vont encore plus loin que vous, ils tirent des lignes, des mensonges. Je me souviens encore de l'équipe de Éric Zemmour qui avait déjà récupéré le nom de domaine Lola au moment du fait divers Lola pour essayer de communiquer là-dessus. Alors oui, ils sont très très forts là-dessus, ils montent au créneau, ça marche très bien, parce que les grosses ficelles marchent très bien, mais on n'en sait rien, et aussi bien tout ça serait décousu, aussi bien on pourra poser des questions, mais je pense que c'est triste d'aller très très vite en conclusion avec cette façon de faire. Sur l'exploitation politique, justement, on va écouter Sacha Houlié, le président de la commission des lois, qui fustige effectivement l'utilisation politicienne, entre guillemets. C'était hier matin au micro de France Info.
Moi, j'entends très bien, je comprends parfaitement que la société française, que les gens qui vivent dans ces villages, ce sont aussi les miens, à Poitiers ou autour, eh bien ils soient révoltés, choqués, et ils attendent de nous des réponses qui soient absolument fermes. Il y a néanmoins au sein du gouvernement des voix, ceux qui appellent à la retenue, ceux qui critiquent la récupération politique, notamment du Rassemblement national. Le Rassemblement national, comme une grande partie de l'extrême droite, qui s'indigne de ce drame. On n'a pas le droit de s'indigner. Enfin, cette question-là, on a l'impression qu'il y a une... D'abord, on a le droit de s'indigner. En revanche, on n'a pas le droit d'en faire une affaire politique à son seul profit pour son petit compte et pour renforcer son socle électoral. Ça, c'est minable. Ça, c'est minable. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas ce que veulent les familles. On n'a pas le droit d'en faire une affaire politique pour renforcer son socle électoral. Vous êtes d'accord, Antonin André ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, je suis un peu embêté parce que ce sujet, pour moi, est un sujet qui est au cœur vraiment du débat public depuis longtemps et qui est complexe. Et la complexité, malheureusement, ne souffre pas les punchlines et les débats d'éditorialistes. Alors moi, la seule chose que je fais dans une situation comme celle-là, c'est que j'essaie de faire attention. La comparaison entre cette équipée de jeunes et le djihadisme me révulse. L'imaginaire. Non, mais d'accord, mais pas le non, mais Michael, la manière de fonctionner. Michael, je vais m'exprimer et ensuite. Oui, voilà. pas de problème. Alors, mais je parlais d'un imaginaire. Moi, je tiens à rétablir pense que, le point de départ. Bien sûr. Moi, d'ailleurs, il y a une femme qui était à cette fête et qui a dit c'était comme au Bataclan. Hein, c'est une femme qui voilà. Voilà. Mais je comprends que sous le coup d'émotion, elle dise ça. Mais que nous reprenions cette comparaison me paraît tout à fait hasardeux. Le Bataclan, c'est des gens qui sont organisés depuis l'extérieur par des gens qui ont un projet politique qui est effectivement de détruire le modèle occidental, de tuer notre façon de vivre et notre culture et notre modèle dans une espèce de combat qui dépasse largement la France, mais qui est plutôt un débat, un combat civilisationnel, religieux, mondial, avec des gens qui viennent avec des kalachnikovs et qui tirent dans le tas. C'est pas tout à fait pareil quand même que des jeunes gens de quartier, dit-on défavorisés, qui viennent et il y a une rixe et il y en a un qui se prend un couteau. Je veux dire par là que faisons quand même un tout petit peu attention. Je pense, Michael, moi, quand j'ai lu la phrase de cette dame, je pense aux gens qui sont victimes du Bataclan. Et je me suis dit, waouh, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. On ne peut pas tout mettre sur le même plan. Je suis désolé. Puisqu'on parle 30 secondes de mode opératoire, il n'y a pas que les Kalachnikov. Il y a Samuel Paty et Dominique Bernard n'ont pas été tombés sous les balles de Kalachnikov. Donc, pardon. Attendons de voir. C'est un sujet qui peut exister. Attendons de voir ce que dit l'enquête. Mais le dire dans une forme d'a priori, qui, je trouve, teinte du coup le débat public, moi, je trouve que là, il faut faire attention. Voilà. Émilie. Et puis, c'est les conséquences. Moi, je dirais aussi, moi, je pense, j'ai entendu, je sais pas si c'était ce matin ou hier, une personne d'origine aussi, immigrée, être très émue, en fait, par ce qui arrive, parce que on entend des gens, en effet, d'ultra-droite, qui veulent en découdre avec ces Arabes, ces Noirs, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, qui sont français, mais qui sont d'origine, et puis ça nous plaît pas trop, hein, je dis un nous général, hein, et qui veulent en découdre avec ces personnes-là en disant, bah, s'ils veulent pas vivre avec nous, on va faire notre affaire, et on va les dégager. Les tuer, les dégager, on sait pas trop ce qu'on met derrière. Et cette femme qui éduque ses enfants, qui est française comme vous et moi je suis d'origine aussi immigrée, hein, j'ai un nom polonais, et ben elle était très triste en disant mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je dois faire de plus pour montrer que je suis une Française comme les autres et que je suis pas assimilée à cet imaginaire djihadiste que vous décrivez. Moi, c'est ça moi je me demande si les Français, et d'ailleurs je sais même plus de quel Français je parle puisque est-ce qu'on parle de Français d'immigrés ou est-ce qu'on a envie de vivre avec ces personnes, des Arabes, des Noirs, qu'on le dise directement si c'est ça. Mais oui, parce que ça donne l'impression, et c'est vrai que ce type d'événement, tant qu'on n'en sait pas plus, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est des jeunes des quartiers qui voulaient en découdre avec un autre quartier, peut-être que c'est comme l'historienne a dit, Roméo et Juliette, deux bandes qui se supportaient pas, et puis la petite remarque sur les cheveux a été la goutte d'eau qui a fait des... Peut-être il y a plein de possibilités, plein d'hypothèses, mais arrêtons de tirer des lignes comme ça sur des personnes avec qui on vit, qui sont français comme vous et moi. Moi, je suis pas moins française qu'une personne d'origine arabe ou immigrée. Je mettais pas du tout en cause la oui, mais je trouve qu'il y a tout ça, il y a tout ce relan-là. Il y a beaucoup. Non, c'est pas une question de relan, c'est une question d'éléments.
J'assume complètement de questionner le débat public de cette manière-là, parce que je pense que l'état de nerfs des Français aujourd'hui, c'est qu'ils sont à bout des tabous, justement. Ils n'en peuvent plus. On tabouise des questions. C'est quoi et le ça, tabou en question ? En l'occurrence, c'est qui agresse et comment on agresse. Ça, c'est le vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, j'ai la réponse, si vous voulez. Non mais c'est parfait. J'en suis heureux. Voilà. Ensuite, ces jours-ci, ce à quoi on assiste en ce moment dans le pays, sont un peu sous le chapeau d'un ministre de l'Intérieur qui vient de décéder, qui a été donc enterré récemment, Gérard Collomb, premier ministre de l'Intérieur de la présidence Macron, et dont on sait qu'il entrera dans la postérité par cette phrase le jour de son départ en disant aujourd'hui on vit côte à côte, je crains que demain on vive face à face. C'était en octobre 2018. Ce à quoi on est en train d'assister, et malheureusement ce sera peut-être la façon dont on racontera la présidence Macron dans quelques temps, c'est une considérable accélération de ce phénomène. Alors justement, le gouvernement il est sur cette affaire de Crépol face à deux fronts, les auteurs présumés et puis généralement une délinquance de plus en plus violente, on en parlait, et de l'autre une exploitation par l'ultra-droite, j'en parlais dans mon lancement, avec quand même ces néo-nazis qui arpentent, disons-le, le pavé de nos villes, et qui risque, elle aussi, de dégénérer en violence. Est-ce qu'il craint l'embrasement ? Clairement, le gouvernement a dépêché sur place son porte-parole, Olivier Véran. On l'écoute, c'était lundi donc à Crépol. Au-delà de l'émotion et du deuil, nous devons regarder la réalité en face et avoir le courage de dire les choses. Nous le devons à Thomas, aux blessés, aux habitants, et nous le devons à tous les Français. Nous sommes lucides face à cette violence insupportable, meurtrière, qui effraie autant qu'elle met en colère. Cette violence qui déferle parfois en solitaire, mais qui se conjugue souvent en meute, qui chaque fois et partout où elle frappe, exacerbe un peu plus les tensions dans notre société. Vous n'en pouvez plus de ces bandes violentes, nous non plus. Et c'est la raison pour laquelle nous luttons avec détermination et des moyens sans précédent pour la police et la justice, comme ces 2 casernes de gendarmerie qui avaient été annoncées le mois dernier par le président de la République ici dans la Drôme, et dont une à seulement 20 km de Crépol. Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe en marge d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. Affirmons-le ce matin avec clarté, les Français peuvent compter sur un État fort, sur des institutions inébranlables pour les protéger et pour rendre justice. Alors Olivier Véran, qui nous fait un peu du Sarkozy vieille école, vous en avez assez de cette racaille, on va vous en débarrasser. Il est crédible sur l'état fort et la solidité des institutions. Cette déclaration est magique. C'est un aveu d'échec, vraiment extrêmement clair, non dissimulé. D'une certaine façon. Ah, quand même. Ah non dissimulé. Voilà, c'est l'échec. Il est dans la compassion d'ailleurs. Hein. C'est horrible, c'est un drame, c'est horrible, et il faut tenir compte de l'horreur des gens qui ne veulent plus vivre. Donc, il constate cet état de fait et il considère que c'est un état de fait, et face auquel il faudrait que l'État fort réagisse. Je ne veux pas être trop long, mais quand je disais tout à l'heure, j'ai la réponse aux mots de cette société. Je pense que le vrai sujet, c'est le sujet de l'intégration, que la France a complètement abandonné et délaissé. Il se trouve que dans les quartiers aujourd'hui, ceux qui ont pu partir de ces quartiers sont partis. La plupart du temps, c'est des gens qui sont plutôt français ou d'origine italienne ou installés depuis longtemps et qui ont pu d'une certaine façon s'insérer dans la société française. Dans ces quartiers ne sont restés ceux qui ne pouvaient pas partir, souvent des familles d'immigrés de la guerre d'Algérie, de la fin des colonies françaises au Maghreb, et qui sont restés parqués dans ces endroits-là et qui, eux, n'ont pas pu en sortir, avec un contexte où les services publics se sont délités, où les profs les plus jeunes sont envoyés dans ces écoles quand les profs sont là, parce que la plupart du temps, ils sont pas là. Et alors, ça a l'air banal ce que je dis, mais enfin, ça fait 40 ans que ça dure. Alors, non, mais ce que je veux dire, j'en termine, ce que je veux dire, c'est que, de mon point de vue, l'affaire de l'origine, de l'immigration, du pays d'où tu viens, n'a rien à voir là-dedans. On aurait pris 1000 Français qu'on aurait parqués dans ces cités en leur imposant de rester là, tout en étant des Auvergnats et vivre dans ces cadres-là, ce serait la même chose. Et donc c'est ça qui me gêne et qui me dégoûte en fait. C'est que là, il y a une instrumentalisation en fait. C'est pratique de dire c'est des immigrés, donc il faut se protéger des immigrés, et donc c'est le djihad. Non, en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas ça. Ces gens-là, s'ils se sentent pas français alors qu'ils sont nés en France, qu'ils n'ont jamais rien connu d'autre que la France, qui soutiennent l'équipe de France, ils sont copains avec mon gosse. Moi, mon gosse, il vit dans les beaux quartiers et ses copains, ils vivent à Villeneuve-Saint-Georges. Et oui, ils n'ont pas le même quotidien. Et effectivement, ça donne pas tout à fait les mêmes chances au départ et ça crée des
phénomène de ghettoisation, mais ça n'est pas lié aux origines. Je suis désolé. Et dire ça, c'est faux. Ce qui est drôle, enfin si on peut dire drôle, hein, mais bon, ce qui est cynique, on va dire, c'est que Emmanuel Macron avait lancé sa première campagne 2017 en banlieue justement, dans les quartiers, Bobigny, je crois que c'était, et il avait souhaité investiguer un petit peu cet électorat, on va dire, ces futurs jeunes entrepreneurs. Bon, il a vite changé son fusil d'épaule avec Jean-Luc Mélenchon en plus qui radissait large dans les banlieues, et ça revient, l'idée revient, puisque je parlais tout à l'heure de Roland Lescure, ministre de l'Industrie. Là, tout d'un coup, on se dit on va aller piocher. Mais je dis que c'est drôle parce que c'est justement, c'est un effet paillette. Tout d'un coup, on se dit tiens, en banlieue, c'est pas mal. Là, les quartiers, ils vont nous servir pour l'industrie. On va aller les chercher. Ils sont en train de faire aujourd'hui même un plan justement sur la mixité sociale, sur tout ça. Mais c'est déplorable parce que ça veut dire que de temps en temps, on pense au quartier, on se dit tiens, il faudrait faire quelque chose. Les trafiquants de drogue. Sur la rénovation urbaine, elle est un peu en panne. On attend un petit peu le programme 2, mais on s'occupe très peu souvent des quartiers et on n'en parle que quand il y a ce genre d'événement. Merci l'État et merci la faillite de la République. J'en reviens pour conclure à mon lancement. On parlait beaucoup de ces bandes identitaires qui avaient arpenté les rues de Bourg-les-Valence et de Lyon. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il a condamné des actes inacceptables et suggéré hier la dissolution de 3 groupuscules, dont la fameuse division Martel, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. On l'écoute, c'était hier sur France Inter. Ces groupes d'extrême droite, on les combat depuis très longtemps. J'étais le ministre de l'Intérieur qui a proposé au président de la République, il a accepté la fin de Génération Identitaire. Oui. Je vais proposer la fin d'un groupe qui s'appelle groupuscule, la division Martel. Rien que le nom, évidemment, nous fait peur. Et puis deux autres, je ne peux pas évoquer les noms puisque nous rentrons dans le contradictoire, mais qui sont directement liés aux mobilisations, on va les appeler comme ça. Vous allez proposer leur dissolution ? Oui, il y a un contradictoire, il y a un état de droit, donc le ministre de l'Intérieur, il propose, et après, avec le président de la République au Conseil des ministres, il y a des dissolutions. Sur la quarantaine de dissolutions que j'ai proposées depuis que je suis ministre de l'Intérieur, 2 ont été retoquées par le Conseil d'État, et je constate que tous les groupuscules d'ultra-droite ont été dissous lorsque je les ai proposés au président de la République. Alors, assez inquiétant, cette résurgence des groupes d'ultra-droite qui arpentent le pavé sur le modèle de ce qui s'est passé à Dublin il y a quelques jours, même si, pour le coup, la police et les services de renseignement ont été très efficaces. Oui, c'est inquiétant, mais ça reste quand même minoritaire, ça reste groupusculaire. Au fond, je crois quand on dit ils instrumentalisent, au fond, ce qu'ils essayent de faire aussi en ce moment, c'est de jouer, d'exercer une pression, de jouer un groupe de pression sur le Rassemblement national, qui trouvent beaucoup trop mou à leur goût, qui trop démocrate, c'est-à-dire entrant beaucoup trop dans le système, c'est-à-dire voulant aller vers le pouvoir, donc par définition voulant s'élargir et donc mettant de côté ces groupes-là. Donc en fait, je pense qu'en fait ils se rappellent au bon souvenir du RN. D'ailleurs, c'est pas inintéressant puisque Marie Maréchal a réagi en disant ce sont des ozos. Bon, voilà. Alors, Bardella les a dénoncés, a dénoncé des violences inacceptables. C'est un mot valise, mais enfin, bon, elle a quand même été obligée de parler, surtout. Jordan Bardella en a parlé, Marine Le Pen en a parlé, ça veut dire qu'ils ont bien compris le message. Si ils veulent continuer à pouvoir avancer vers le pouvoir en 2027, il va falloir aussi qu'ils prennent une position vis-à-vis de ces groupes d'ultra-droite qui, eux, en profitent et donc jouent maintenant comme une sorte de petit parti identitaire sur le RN parlementaire. Alors, petit parti, vous êtes je dis une sorte de... dans le féminisme. Vous avez un problème avec la nuance. Vous avez un problème avec les nuances. Martel, c'est une bande de baltringues, en fait. Oui, non, mais c'est intéressant. Des cérébrés, des idéologues. Émilie, c'est inquiétant. Non, je trouve ça intéressant et je trouve ça intéressant qu'on en reparle, que ces groupes d'ultra-droite, d'extrême droite, qu'on les voit à nouveau, qu'on voit leurs actions, parce qu'on a tendance à les oublier alors qu'ils sont toujours là. Là, c'est plus voyant que d'habitude. Et je trouve ce que vous avez dit, c'est un point qui va être très compliqué pour Marine Le Pen et pour Jordan Bardella, de les tenir à distance tout en les préservant. Bah oui, mais tout en préservant, c'est une partie de leur électorat. Je pense qu'ils portent une voix du parti de l'électorat du Rassemblement national qui veut retourner à des fondamentaux un peu plus durs. Moi, je pense qu'il y en a encore. Les anciens électeurs de gauche populaire qui font les grosses troupes du Front National. Bah oui, mais ceux qui souhaitent ce fondamentaux, ils sont toujours là. C'était il y a 40 ans. Merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour la suite des opérations et les ennuis judiciaires de la Macronie. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités.
de 6h à 9h. Au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins de 6h à 9h sur Radio J. Radio J. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. Vous écoutez Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J, troisième dernier sujet de notre débat. Émilie Zapalski, Antonin André, Mickaël Darmon. Mauvaise passe judiciaire pour la Macronie. Il y avait déjà eu le procès du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Et puis là, c'est un autre ministre qui passe devant la justice, celui du Travail, Olivier Dussopt, jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour favoritisme. C'est une affaire un peu compliquée, mais qui date de l'époque où il était maire d'Annonay en Ardèche et où il avait attribué un marché public concernant la distribution d'eau dans sa ville. Est-ce que la République exemplaire promise par Emmanuel Macron en 2017 a du plomb dans l'aile? Émilie. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que je sais même pas dire le nombre de ministres qui ont été mis en examen ou quoi. Donc c'est terrible d'avoir dit ça. À la limite, il aurait mieux valu qu'il fasse pas cette promesse-là. Grisé, Caroline Cailleux, enfin il y en a. Bayrou, mais c'est affolant. Nathalie Ministre Goulard. de la Justice mise en examen, quand même. Ça, c'est un tableau quand même. Obligé incroyable. de démissionner quelques semaines après sa nomination en 2017. Moi, franchement, j'ai un rêve, mais je sais que je suis complètement utopiste. C'est qu'un jour on fonctionne un peu comme dans le Nord, quoi. C'est-à-dire qu'on écarte, qu'on prenne une petite pause. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu ce que fait Olivier Dussopt malgré lui. C'est pas affiché, mais quelque part on l'entend pas, on le voit pas, très discret. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah bah oui, là, complètement inexistant. Mais quelque part, ça fait du bien. Moi, j'ai l'impression que ça serait souhaitable qu'on puisse faire à la nordique, mise à l'écart, tant que c'est pas réglé, et on y va. Vous voulez dire une sorte de bannissement de la vie politique? Une pause, en tout cas, le temps de ça, parce que moi, je pense que ça, c'est la défiance. Les Français, là-dessus, c'est le pire, quoi. Et en plus, ils se disent, moi, dès que j'ai un petit problème, alors là, par contre, on ne pardonne rien. J'ai le droit à rien. Et là, les ministres, c'est tout ce qu'ils veulent. Bah oui, je suis désolé, mais c'est la réalité. Pas d'accord, Antonin André, pas d'accord. Entrepreneur, t'as un petit souci, c'est fini. Émilie, je trouve que Victor Isaac Anne, qui travaille au JDD, s'est penché sur le sujet. C'était très intéressant parce qu'il a discuté avec beaucoup d'interlocuteurs, y compris les gens d'Anticor, qui expliquent tout de même qu'il y a un sujet aujourd'hui qui est que les feux de la transparence, sans doute à juste titre, après l'affaire Cahuzac, je vais terminer mon propos, les feux de la transparence ont été poussés extrêmement loin et c'est tant mieux, on s'en félicite. Et donc la judiciarisation aujourd'hui concerne beaucoup plus de cas qu'avant on ne connaissait pas et qu'on ne voyait pas, sans pour autant que les gens qui, comme avaient fait du favoritisme sur de l'eau, c'est très mal, étaient probablement de bons ministres, mais on n'avait jamais investigué sur ces frontières non mais je vais terminer mon propos. Et si vous voulez, aujourd'hui, on est à un état de transparence et de jusqu'au boutisme de la justice qui fait que Emmanuel Macron, il a un problème de personnel. Aujourd'hui, si il se débarrasse de Dupond-Moretti ou du Dussopt, il ne sait pas. Alors les mauvais, du point de vue de la morale, sans doute que ce qu'ils ont fait, et parfois de la justice, après on peut évaluer. Est-ce que avoir été corrompu sur un truc de marché de l'eau mérite une sanction financière Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile de dire ça, nous, de notre statut d'éditorialiste procureur, quand on n'est pas maire ou président d'une collectivité et qu'on n'est pas pris dans tous les intérêts contradictoires à gérer. Mais si, je suis désolé, Émilie, c'est un peu trop facile de dire, en fait, on voudrait que des agneaux blancs et leur fonction était... Et le président d'Anticor, lui-même nous disait, en fait, il faut quand même être réaliste. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour les politiques de souscrire à cette espèce de transparence et de judiciarisation à l'extrême de la politique. C'est pas moi qui le dis. Vous savez quoi ça me fait penser, ce que vous dites? Moi, ça me fait penser à ce qui se passe sur les femmes. C'est non, mais c'est pas très grave, c'était une autre époque. Mais c'est pas ce que je veux dire. Non, mais c'est exactement ça, Antonin. Les mains aux fesses, c'était pas grave, c'était une autre époque. C'était pas grave, c'est pas très grave. C'est pas ce que je veux dire. Donc un homme, comme il est bon, comme il est compétent, s'il met quelques mains aux fesses, c'est pas très grave. C'est un peu le sens que vous donnez. C'est pas du tout ce que je veux dire.
c'est pas très grave, il est bon. Alors, il est bon dans ce qu'il fait. Je vais vous dire, Émilie. Il agresse quelques femmes. Mais ça n'a rien à voir. Mais comment vous pouvez mettre sur le même plan? Mais c'est la morale. C'est la morale. Non, vous pouvez pas mettre sur le même plan. Ils ont des tentations. Bon, c'est pas des tentations en fait. Attendez, on va revenir. Je vais reprendre un exemple, Antonin. Non mais Émilie, il y a une époque où le financement politique n'était pas réglementé en France et où il y a eu des valises de billets qui circulaient. Aujourd'hui, on l'a moralisé. Il faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et par ailleurs, Émilie, très bien, ok. Très bien. Transparence, judiciarisation à fond les ballons. Et quand vous serez dans un État qui sera gouverné par des juges, vous ne viendrez pas vous plaindre. Juste rapidement. Pour remettre les choses à leur place par rapport à une population. Un entrepreneur, s'il fait quelque chose de pas légal, s'il fait un minimum de ce que vous avez cité, qui est pas moral, mais pas très grave pour vos termes, bah il arrête. Il y a des moments où c'est fini. Et puis alors après, qu'est-ce qu'il fait après? Il est condamné à vie, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être entrepreneur, il peut pas monter une boîte. C'est des responsabilités d'intérêt général. Les amis, monter une boîte, les amis, revenons au cas d'Olivier Dussopt, Dussopt, ministre du Travail. Le cabinet de la Première ministre rappelle que tout ministre condamné doit quitter le gouvernement. Michael Darmon, il devra partir Dussopt s'il est condamné? On verra ce que le président de la République décide. Macron décide. Parce qu'il est celui qui décide ce qu'il veut. Il y a une jurisprudence quand même. Il a quand même beaucoup battu en brèche cette jurisprudence. Il était pas bien et voilà. Et concernant effectivement son ministre préféré, donc Éric Dupond-Moretti, donc on verra dans quelle mesure ça pourra donc avoir un effet. Mais concernant effectivement le ministre du Travail, on verra aussi qu'est-ce qui va être appliqué. Ce qui est intéressant, c'est que cette gouvernance-là, ce principe continue à creuser une brèche entre Elisabeth Borne et donc Emmanuel Macron. Ils ne sont pas du tout d'accord sur ce sujet-là. Vous voulez dire que Macron est plus coulant sur la perspective de garder des ministres condamnés? C'est pas un problème. Lui, dans sa logique un peu maverick, disruptif, anti-système de l'époque, qu'il aime bien nous rappeler. Bon, ça c'est pourquoi pas, mais en tout cas c'était le profil de départ et sa posture de départ, je vous l'accorde. Il aime bien montrer qu'il ne se soumet pas effectivement au diktat du système de la justice. On verra dans quelle mesure il est obligé ou pas de D'ailleurs, moi j'ai une question pour Émilie. Jusqu'où il faut... Est-ce que par exemple, on considérerait que David Revaud-Dallon, par exemple, voudrait se lancer en politique, et puis il se lance en politique, mais on se rend compte, en épluchant un peu son passé, que il a oublié de déclarer pendant 3 mois sa femme de ménage. Alors il l'a rattrapé après, mais il a quand même oublié. Il a quand même un certain nombre de PV, notamment pour des excès de vitesse qui sont quand même un peu limites. Il a même eu, figurez-vous, c'est de la fiction, je le précise pour les auditeurs. Il a même eu un contrôle d'alcoolémie positif qui lui a valu le retrait de 5 points. Ah oui, ça on s'en souvient. Il l'a caché. Mais condamnation. Alors, tu n'es pas digne d'exercer le pouvoir, tu n'es pas digne de me représenter, tu n'es pas une oie blanche, un perdreau de l'année, tu n'es pas un bel agneau, et tu n'es pas une vertu absolue. Donc, tu ne me représenteras pas. Je suis désolé, mais moi, c'est vers ça qu'on va. Et ça, je suis désolé, ça ne me convient pas. Moi, j'ai envie que les gens qui me représentent soient aussi des gens comme moi, qui parfois commettent des fautes, commettent des erreurs, qui parfois font des choses qui sont condamnables, mais je suis pas pour qu'on jette l'opprobre absolument sur des gens qui sont parfois compétents. Émilie. Déjà, c'est pas une découverte, puisqu'ils le savent qu'à chaque ministre nommé, il faut qu'il vérifie. Il y a une autorité pour ça. La HATP, la haute autorité de la transparence. C'est quoi la probité chez vous, ça va jusqu'où pour gouverner? Je pense que déjà, c'est pas une découverte. Donc, ils savent que pour nommer quelqu'un, il faut qu'il soit à peu près correct sur ce plan-là. Après, je pense que... C'est quoi le à peu près correct? Correct, parce que pour moi, il n'y a pas de pas très grave. Il y a la morale. Mais je peux parler. Simplement, Olivier Dussopt, si on prend cet exemple-là, c'est quand il est maire. C'est dans ses fonctions. On a le droit de parler d'intérêt général et de responsabilité. C'est vrai qu'on a de plus en plus de ministres qui viennent de la société civile, qui arrivent et qui repartent après dans le privé. D'ailleurs, on vérifie ça, on voit, ils n'ont pas le droit de tout faire quand ils prennent des nouvelles fonctions. Mais vérifions quand même que cet intérêt général, il veut dire encore quelque chose. Et que si moi j'ai été nommé en tant que maire et que je suis pas capable de répondre à cette pression très alléchante de pot de vin, eh ben ça va pas, ça va pas, ça va pas. Justement, sur la morale. On sait pas. Sur la morale. Si, c'est sur un appel d'offres. Sur la morale. En parlant de ministres condamnés par la justice, on a assisté à un retour vers le futur étonnant cette semaine. C'était celui de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget, qui était, je le rappelle, en charge de la fraude fiscale et qui a justement été condamné précisément pour fraude fiscale à 2 ans de prison ferme aménagée avec bracelet électronique, 2 ans avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Il avait juré aux Français en 2013, bien sûr tout le monde s'en souvient, les yeux dans les yeux, qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Eh bien, c'est un comble, il a tenté son retour en politique il y a quelques jours. Il est clair que je ne m'interdis rien, explique-t-il.
On dit qu'il pense au municipal de 2026 dans le Lot, son département, sans complexe, sans vergogne même. Il était lundi sur France Inter, on l'écoute. La question, Jérôme Cahuzac, c'est comment vous faire confiance? Ça, c'est votre problème, si j'ose dire, c'est plus le mien. C'est votre problème. Moi, je suis au clair avec moi-même. J'ai commis quelque chose qui a mérité d'être sanctionné. J'ai accepté la peine qui m'a été infligée. Je l'ai purgée en totalité. Et ensuite, la question se pose de savoir si une peine, c'est juste une sanction, ou si c'est le début d'un chemin de rédemption que tout condamné, après tout, a le droit d'essayer d'emprunter. Moi, je me suis efforcé, au-delà de l'accomplissement de ma peine, je me suis efforcé de trouver un chemin de rédemption, pour moi-même, bien sûr, pour mes proches, pour ceux qui m'aiment, pour ceux qui m'ont toujours conservé leur amitié, puis peut-être un jour pour d'autres. À chacun de juger si ce chemin est convaincant ou pas. Mais je ne peux pas décider à leur place. Moi, je sais que je suis au clair avec moi-même. Qu'en pensez-vous, Michaël Darmon? Il a purgé sa dette, comme il l'assure, il peut revenir, Cahuzac, comme si de rien n'était? C'est un cas d'école, formellement, il a raison. Il a purgé la dette. Juridiquement, judiciairement. À quoi sert le fait d'aller en prison, d'être jugé, d'être condamné pour des termes que toute la société reconnaît, purger sa peine, si ce n'est pour continuer à tirer ensuite à vie un boulet qui représente un moment de sa vie. Donc le fameux droit à la deuxième chance que l'on accorde à beaucoup de sphères de la population française, pourquoi quelqu'un comme lui, et a fortiori des gens faisant partie d'une certaine élite ou sphère dirigeante, ne pourrait-il pas en bénéficier? Donc sur le point de départ est juste. Après, il y a quand même un cynisme, évidemment, politique de sa part, parce que lui aussi n'est pas padre de l'année, il sait parfaitement ce qu'il fait. Il tente un retour, vraisemblablement, il teste la possibilité d'avoir un espace politique pour revenir, et il le fait, cette fois-ci, de manière extrêmement inélégante. Voilà, en disant... en mettant en cause François Hollande pour sa promesse non tenue sur le chômage et quelques sur le même étage, le fait d'avoir commis des actes répréhensibles par la justice pénal. Et, on va dire, une approximation, peut-être... voilà, une promesse politique non tenue, on va dire. Un peu enjolivée, qui a mis du temps à arriver d'ailleurs, qui a quand même du temps à arriver, mais qui était quand même... qui s'est pas avéré tout de suite. Et il le fait avec une... moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est j'avais oublié d'ailleurs, avec une sorte de virtuosité dialectique, qui effectivement peut comme ça tout d'un coup interpeller. Mais il n'en reste pas moins que c'est extrêmement cynique, et comme il le dit, bien, ce seront aux électeurs de se prononcer, parce qu'il aura le droit de se représenter devant les Français. Émilie, on imagine que ça vous a pas convaincu la démonstration de Jérôme Cahuzac. Je trouve ça assez drôle qu'ils disent je suis clair avec moi-même. Au moins lui il sait ce qu'il dit. Non, je suis d'accord que sur le. Oui, je suis d'accord que sur le fond il a le droit. Ça m'a fait penser à une autre affaire catastrophique, horriblement triste, de Bertrand Cantat, pareil, qui revient chanter, qui est impossibilité alors qu'il a purgé sa peine aussi. Oui, non mais on parle de purger une peine, c'est pas. Je parle de peine et de la capacité ou pas de refaire son métier, quoi, quelque part. Moi, j'arrive pas, Cahuzac, à m'empêcher de penser, à chaque fois que je le vois, à lui serrant le micro au Parlement en train de mentir. Et ça, je pense que ça marque, quoi qu'il en soit, quelle que soit une faute indélébile. Quelque chose qui est marqué. Et je pense que ça serait même de la décence qu'il s'en rende compte lui-même. Je pense que Bertrand Cantat, même si c'est pas évidemment la même chose, s'en est rendu compte parce qu'il ne peut plus sortir. Quelque part, il y a quelque chose qui traîne comme ça pour Jérôme Cahuzac. On sait que pour les Balkany, ça a toujours marché. Hein. C'est ça, c'est de capitale sympathie localement. Parce que les électeurs, parfois ce type de profil. Donc il y a plein de cas. Sauf que lui, il me semble que ça a eu quand même une résonance, quand même un retentissement au Parlement de mentir comme ça. Ça a été quand même assumé, réassumé. Donc c'est difficile de tricoter. Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que l'énormité de la faute le disqualifie pas définitivement? Je suis d'accord avec Émilie, et c'est-à-dire moi, le fait qu'il ait planqué du pognon en Suisse, je m'en fous en fait. Enfin, quand vous êtes ministre en charge de la fraude fiscale, vous luttez contre la fraude fiscale et vous fraudez. C'est mal, il est condamné, il paye des amendes. Bon bah voilà, il a fraudé le fisc, c'est pas bien, machin. Bon, c'est mal. Non mais c'est mal, mais si vous voulez, bon, enfin. C'est mal, mais c'est pas un crime de sang, quoi. Bah, c'est pas un crime de sang. Il a tenté, il a perdu, il paye. Bon, bah, il paye, il est condamné, il paye des amendes. Donc, il peut revenir. Bah, a priori, oui. Ce qui me soucie, c'est pas tellement qu'il soit fait prendre la main dans le pot de confiture, c'est qu'il ait menti
à la représentation nationale, les yeux dans les yeux. Et à la fois et aux Français, alors à 20h de TF1 ou France 2, je trouve, moi, à titre personnel, qui m'a pris pour un con. Et j'aime pas être pris pour un con. Mais donc, on est 60 millions à avoir été pris pour des cons, quand même. Donc pour moi, oui, ça vaut disqualification. Disqualification pour être à nouveau élu, pas pour exercer la médecine. Mais moi, c'est moi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui n'en ont rien à secouer. Dans sa circonscription. Absolument, qu'il est menti devant l'Assemblée nationale. Michael. Vous savez, à l'époque, il y avait eu, peu après l'affaire Cahuzac, il y avait eu l'affaire Thévenot. Qui est donc la phobie administrative de celui qui, au sommet de l'État, n'arrivait pas à remplir ses feuilles d'impôt. Cette affaire a eu beaucoup plus de vibrato en France, au sein de la société, que l'affaire Cahuzac. Parce qu'effectivement, comme le dit Antonin, le fait d'avoir mis de l'argent de côté en Suisse, quelque part les Français, ça leur parle pas parce que c'est pas vraiment trop leur monde. Voilà. C'est pas ça n'est pas, c'est pas exactement le cas de tout le monde, donc ils sont pas dans cette logique-là. En revanche, ne pas pouvoir remplir sa feuille d'impôt, ça c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal. Et un an après, on en parlait encore dans les taxis, les gens disaient l'affaire Thévenot. Alors que Cahuzac, ça avait été oublié. Donc on verra. Enfin, quand même, vu les réactions et vu tout ce qui se passe là, je pense que Cahuzac, ça fait parler. C'était Thévenot après en disant ça y est, je sais ce que j'ai une phobie administrative, c'est devenu un concept. Absolument. Eh bien, merci à tous les trois pour vos infos, explications lumineuses et vos éclairages. Nous savons tous des débats qui font rage sur la loi immigration, sur les réactions et exploitations politiques après le meurtre de Thomas, 16 ans, à Crépol et de ses ministres macronistes empêtrés dans les ennuis judiciaires. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, en compagnie des meilleurs décrypteurs de la politique. D'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout reste entre nous. Voilà, tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Excellente soirée et à très bientôt.